Le ciel était gris de nuages. Il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Chers amis, bonjour pour cette première matinée de la 10e édition Les idées mènent le monde. Et c'est pour la 10e fois que l'Université de Pau et des Pays de l'Adour a l'honneur et le plaisir d'être partenaire de cette université. Et cette matinée commencera donc avec ma collègue Fabienne Coudin qui enseigne l'histoire à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, où moi-même j'enseigne la littérature comparée, Caroline Fischer. Je suis juste là donc pour vous souhaiter la bienvenue pour cette édition. Donc, pour cette édition, est-ce ainsi que les hommes vivent? Et nous le savons tous que notre vie, hélas, elle finit par la mort. Mais puisque, disons, la mort est une partie intégrante de chaque société et la façon de vivre la mort des proches, c'est quelque chose de très constitutif pour la vie des sociétés. Et ma collègue de l'université, Fabienne Coudin, vous donnera un exemple très précis. Très bonne matinée. Merci. Donc, bonjour à tous. En février 2023, lors d'un séjour récent à Naples, où je me rends assez régulièrement, je constate la présence de nombreux nouveaux petits édicules dans les quartiers du centre historique à l'effigie de Maradona, que je ne connaissais, étant étudiante depuis ma première venue en 2001, que celui du cheveu relique du joueur dans un bar historique du centre historique Piazzetta Nillo. Naples est alors, en février 2023, en perspective d'une victoire au Scudetto, le championnat d'Italie. Et lorsque j'interrogeais quelques connaissances napolitaines, il me fut répondu que Maradona y était forcément pour quelque chose. On lui devait déjà la première victoire en 87 et la seconde en 89, car, comme disent les Napolitains, les défunts continuent d'agir pour nous pour peu qu'on les honore, et qu'il fallait le remercier pour sa sainte action. À Naples, sainteté, et il faut dire vite acquise. Et un ami alors de m'évoquer la fameuse inscription de la victoire en 1987 sur les murs du cimetière monumental de Poggioreale, « Cosa vi siete persi ?» ce que vous avez manqué, à laquelle les morts même auraient répondu « Et qui ve lo ha detto ?» et qui te dit qu'on l'a manqué. Cette inscription n'a jamais existé, même si elle tourne en boucle sur les réseaux, en tout cas pas sur les murs du cimetière. Mais elle illustrerait le rapport particulier que les Napolitains entretiendraient avec leurs défunts. C'est en tout cas sur cette tradition de culte des morts que se basent les autorités napolitaines pour promouvoir une nouvelle semaine culturelle, ou Anema, Festi degli altri vivi, la fête des autres vivants, depuis 3 ans au moment des fêtes de Toussaint, qui se déroulent des vêpres du 30 octobre au 3 novembre, en parallèle des cérémonies officielles du 2 novembre, jour des morts dans le calendrier catholique. Lors de ces journées pour les autres vivants, plusieurs manifestations prennent place dans certains lieux liés à la mort qu'ils cultivent sensationnalisme et reconstruction folklorique, présentés comme un anti-Halloween ou un hyper-Halloween. Qu'en est-il réellement de cette proximité et de ce dialogue continuel avec les défunts qui serait un particularisme de la cité parthénopéenne dont se font écho dès le XIXe siècle les voyageurs du Grand Tour qui les évoquent? Celui-ci s'ancre certainement en partie dans des pratiques funéraires qui apparaissent à l'époque moderne, dans un contexte de mise en exergue du culte des âmes du purgatoire, les anime pezzentelle, et qui en vient à se confondre avec un système funéraire particulier qui entretient un attachement vivace au corps des chers disparus. Malgré la séparation des sépultures des villes au XIXe siècle sous les poussées des courants hygiénistes et la volonté de rupture avec l'Église catholique lors du Risorgimento,
les Napolitains restèrent attachés à leur mort et transformèrent ce qui était un culte très vivant aux âmes pénitentes en un culte des morts dont les caractéristiques païennes firent réagir l'Église catholique à la fin des années 1960. Aujourd'hui, si l'ancien culte est moribond, sans mauvais jeu de mots, la recherche d'attractions touristiques exceptionnelles, l'affirmation d'une identité napolitaine nouvelle, le rapport des Napolitains à leur mort tout en les faisant s'interroger sur leur exploitation comme attraction touristique, pose un nouveau regard sur ces lieux. Commençons donc d'abord par une petite histoire de la mort à Naples, de l'époque moderne au début du XXe siècle, pour poser le cadre. Au XVIe siècle, Naples se trouve confrontée d'un côté à une crise spirituelle, les remises en cause du dogme catholique, et d'un autre au problème d'une population qui croît de façon exponentielle dans des murailles devenues trop étroites pour contenir les vivants et les morts. Ce sont ces problématiques, dogmes et places, qui vont déboucher sur des pratiques nouvelles, d'ailleurs présentes dans toute l'Italie du Sud, mais selon des modalités diverses. L'Église catholique doit tout d'abord assurer son assise face aux nombreuses remises en question de son autorité et de son dogme, que ce soit en son sein ou de la part de la Réforme protestante. Après le Concile de Trente, en 1563, elle entend faire de l'Italie du Sud un front de reconquête. La nécessité des œuvres dans la justification du salut et l'affirmation de l'existence du purgatoire sont à l'origine d'un mode particulier de traitement des dépouilles pour les hautes couches de la société et les religieux réguliers napolitains. La scollatura, que l'on voit se développer au sein des couvents réguliers à partir de la première moitié du XVIIe siècle. Les scollatoi, ou pourrissoirs, se situent dans le sous-sol des églises, sous le chœur, endroit le plus saint. Alors, en quoi consiste la scollatura ? Il s'agit, et pardon pour l'heure matinale, de laisser le corps se vider de ses liquides de décomposition en le piquant pour en accélérer le processus de minéralisation des restes. Le corps est placé en position fétale dans les sortes de sièges que vous voyez à l'écran, plus ou moins travaillés suivant la richesse de l'institution qui les a mis en place. Et une fois en position fétale dans ce siège, on place sous lui un récipient appelé cantarelle. Et lorsque les liquides de putréfaction sont tombés dans la cavité abdominopelvienne, on la perce pour permettre à ces liquides de s'échapper. Celui qui a cette tâche s'appelle le schiatamorto, qui aujourd'hui désigne, en langage napolitain, le croque-mort. Ce procédé permet donc d'accélérer la minéralisation des restes qui, une fois blanchis, sont déposés dans un ossuaire à proximité, mais ce processus permet, face à l'image du corps qui se dégrade, d'illustrer la vanité de l'existence et donne un message percutant sur la pénitence nécessaire à tout catholique qui fréquente ces lieux et en premier les moines. Le deuxième avantage que présente ce système, avec cette accélération de la disparition des parties molles, est de permettre un stockage plus rapide et plus commode des restes minéraux. Le commun des mortels subit d'ailleurs le même sort dans des fosses communes, elles aussi soumises à la scollatura, dans les églises ou les jardins des cloîtres, afin de tasser plus facilement les corps, car l'inhumation au plus près des saints édifices demeure la règle. Très rapidement, la place vient à manquer à partir des années 1560, surtout après l'interdiction de construire à proximité des murailles, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui engendre un comblement très rapide des espaces cimetiériaux à l'air libre pour y mettre de nouveaux immeubles pour loger les habitants. Car le manque de place est effectivement un problème qui va devenir prégnant à partir de la seconde moitié du VIIe siècle. Pour y pallier, les églises de la cité vont se doter alors d'un autre système de sépulture, lui aussi souterrain, la Terra Santa. La Terra Santa présente le double avantage, elle aussi, de ne pas occuper un autre espace à la surface et de contourner les nouvelles règles mises en place par Pie V, qui sont extrêmement strictes quant au traitement des corps dans les églises et qui ne veut plus voir de corps exposés dans les nefs. Beaucoup d'églises, de couvents et de confréries vont construire, pour l'usage de leurs membres, une Terra Santa. Le petit peuple napolitain demeure toutefois, quant à lui, confiné à la fosse commune et au système des schiatamorti, mais en dehors les murs.
Qu'est-ce qu'une terra santa? Une terra santa, c'est ce que vous avez à l'écran. C'est une crypte voûtée avec un couloir central qui se divise l'espace en deux parties remplies de terre compactée. Les secteurs de chaque côté du couloir central sont divisés en lots d'à peu près 2 mètres sur 40 cm, limités par des planches en bois ou des petits murets, suivant les finances de l'organisation qui le met en place. Ces petits espaces sont appelés giardinetti et la terre de ces giardinetti est sainte. Pourquoi? Parce qu'on va la saupoudrer de manière méthodique d'une terre plus que sainte, celle venue du cimetière de Sinitil, au nord de Nola, qui est réputé pour avoir été baigné du sang des martyrs dans l'Antiquité et qui contamine de sa sainteté le reste de l'enclos. Cette terre a aussi la réputation de promettre une dégradation rapide. C'est pour cela qu'on ne met sur les défunts qu'une mince couche de terre meuble pour un laps de temps assez court. Au centre, au fond de la crypte, se trouve et creusée une fosse pour accueillir les eaux une fois la minéralisation des restes achevés. Dans les structures conventuelles, les terre sante comportent des niches entre les giardinetti ou des sièges à cantarelles, alliant les deux systèmes. Une fois les eaux blanchies par la décomposition, le défunt est sorti de terre, son crâne est prélevé et placé sur une corniche qui court tout le long du mur au niveau supérieur, corniche en dur ou escamotable, et le reste des eaux est mis dans l'ossuaire, creusé dans l'espace inférieur et accessible par un trou. Dans le cas où la décomposition du corps n'est pas totale, il peut être fixé au mur dans les niches intercalaires le temps que le processus de putréfaction s'achève. Parfois, la conservation exceptionnelle de certains corps justifie qu'on les expose dans ces niches. On évalue environ à 9 000 ou 10 000 morts ensevelis par an dans les terre sante des congrégations et dans les cimetières des ordres réguliers, et ces terre sante seront plus d'une centaine au début du XIXe siècle. Entre ces deux moments, inhumation et exhumation, les proches viennent célébrer les messes aux chers disparus et se réunissent pour leur faire partager des moments importants. Les sous-sols des églises deviennent le lieu de réunion où l'on rencontre des morts, on célèbre à leur côté les grands temps du calendrier liturgique. Nombreux demeurent toutefois les indigents, comme je vous l'ai dit, qui ne peuvent recevoir de sépulture décente, car la sépulture en terra santa coûte cher, tout comme la sépulture a scollatura. Cette accumulation des morts indigents place alors le culte des âmes du purgatoire au premier plan, dans cette première partie du XVIIe. Déjà auparavant, elle avait, depuis le Concile de Trente et la réhabilitation du purgatoire, été prise en compte, mais là est réaffirmée la nécessité de se pencher vers les âmes les plus pauvres et de s'entraider dans la justification du salut, qui passe par la fondation de nombreuses confréries, dont la plus ancienne remonterait certes au Xe siècle, mais qui vont dorénavant se focaliser sur les funérailles à offrir aux plus pauvres. Les plus importantes sont la confrérie des Pellegrini et des Neri, qui est liée à la capitale. Alors les Pellegrini se chargent des pèlerins qui sont morts à Naples au cours d'un pèlerinage. Les Neri se chargent des vagabonds anonymes dans les rues et les étrangers. Et l'opéra Pio Santa di Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, que vous avez ici, elle se propose de régler les funérailles des plus pauvres de son quartier. Ces confréries donc, vont prendre en charge les funérailles de leurs membres, les vivants priant la Vierge pour que les âmes sortent du purgatoire, quand les défunts sauvés intercèdent auprès de la Vierge pour les vivants. L'église de Purgatorio ad Arco comprend une église supérieure, une église inférieure, que vous pouvez voir ici, et un ossuaire, les deux derniers étant une métaphore du purgatoire, dont les prières doivent faire sortir les animae pezzentelle. Ce système est en place quand, en 1656, survient le grand malheur de la peste, à laquelle va succomber les 2 tiers de la population, soit à peu près 250 000 morts à Naples. On est allé jusqu'à 20 000 morts aux jours les plus forts de l'épidémie, de mai à juillet 1656, et le cimetière funéraire en place ne parvient pas à tous les absorber. La sépulture d'urgence devient la règle pour un temps, sans que pour autant elle soit éloignée du centre-ville. La peste permet ainsi une prise de conscience accrue de la nécessité d'éloigner les morts malades des vivants, et dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les courants hygiénistes veulent sortir les morts et leurs miasmes de la ville. Le roi Ferdinand IV, en succession des premières demandes faites par Charles III de Bourbon, va faire construire un cimetière particulier
extra-urbain, le cimetière dit des 366 fosses, qui est une véritable machine mange-mort. On vise à l'efficacité, on a toujours le problème de ce manque de place, on a toujours ce problème d'évacuer les morts et leurs miasmes. Pourquoi des 366 fosses? Parce qu'il comprend 366 fosses communes, une pour chaque jour de l'année, y compris les années bissextiles, dans lequel on ouvre tous les jours une fosse où l'on met les morts du jour et que l'on referme jusqu'à l'année d'après, ces fosses étant disposées en boustrophédon, c'est-à-dire comme les allées et venues d'un bœuf dans les champs, permettant ainsi de ne jamais avoir deux fosses, que les fosses ne puissent pas être ouvertes trop longtemps en proximité, lorsque l'on arrive en fin de ligne. Ce système du campo, qui sera appelé le Campo Santo Vecchio, puisqu'il y aura de nouveaux cimetières construits par la suite, ce système va extrêmement traumatiser les Napolitains et les sources nous mentionnent l'horreur constituée pour la population cette forme de sépulture pour laquelle les autorités ne parviennent pas à convaincre. Effectivement, toute inhumation au cimetière des 366 fosses se fait, on ouvre la fosse, on jette le corps dedans, on referme, il n'y a plus aucune mention des chers défunts, si ce n'est un numéro anonyme, et rien ne permet de pouvoir venir s'y recueillir. Le cimetière des 366 fosses ne trouvera d'ailleurs jamais vraiment sa place comme lieu de repos pour la population, et s'entame alors une longue lutte pour séparer les morts des vivants qui vivent avec eux et leur rendre de fréquentes visites dans l'espace étroit des Terre Santé. Deux phénomènes vont en avoir raison. Tout d'abord, en 1804, l'édit de Saint-Cloud qui interdit les cimetières urbains et les sépultures communes. C'est ainsi que vous allez avoir les grands ossuaires de Paris qui vont se mettre en place. Et cet édit va être appliqué par les autorités napoléoniennes à Naples à partir de 1806. Et c'est avec lui qu'est initiée la construction des cimetières monumentaux extérieurs qui dorénavant vont accueillir tous les morts et pas seulement les plus indigents. Toutefois, il continue d'autoriser une particularité un peu italienne qui est celle de la double sépulture, comme vous pouvez le voir ici, notamment dans les chapelles des confréries, qui vont se construire donc des chapelles extra-urbaines telles aussi, au cimetière monumental où elles délocalisent leurs morts avec un premier sous-sol, un premier sol où l'on attend la minéralisation des eaux avant de les placer dans les loculis des murs latéraux. Dans le même temps, on va vider les Terre Santé durant tout le XIXe siècle et on va porter les restes dans les grands ossuaires de la ville, comme celui qui est le plus connu à Naples, le cimetière des Fontanelles. La relation aux morts va alors se délocaliser vers les périphéries, vers les grands cimetières et les chapelles des confréries, permettant ainsi d'allier hygiénisme et relation aux morts. Parallèlement, d'autres morts commencent à prendre une place plus importante pour les vivants dans l'Italie du Risorgimento. Les morts pour la patrie sur les grands champs de bataille, notamment en Italie du Nord, comme pour la bataille de Solferino. Les tombes collectives, interdites par l'édit de Saint-Cloud, sont dorénavant réservées aux morts pour les causes du nouveau courant de pensée de la raison qui se qualifie de profane sacré. L'Église va réagir vivement alors en intégrant ces morts pour la patrie au culte des âmes du purgatoire, mais en luttant aussi contre les chantres de la République naissante. De plus, en 1870, Naples perd son statut de capitale. Et c'est sur un terreau de dépit et de culpabilité que l'Église va décider de recentrer le peuple sur des pratiques de dévotion plus proches et familières quand l'État italien s'éloigne. C'est ainsi que dans les années 1870, ce que vous pouvez voir sur la diapositive, le plus grand ossuaire de la ville des Fontanelles, des Carrières des Fontanelles, est érigé en cimetière, que ses os sont rangés de manière méthodique et qu'il reçoit de manière officielle le culte des âmes du purgatoire et du Sacré-Cœur de Marie. On y aménage d'ailleurs une église. Le transport des eaux vers les Fontanelles va continuer très longtemps puisque encore dans les années 70, dès qu'une chapelle était vidée pour restauration ou réhabilitation dans une église du centre, les eaux étaient portées au cimetière des Fontanelles. On peut voir les derniers deux personnes à y être rentrées sont de Carafa en 1975, donc assez proche de nous. C'est sur ce terreau de structure ancienne, Terra Santé, la vision des scolatoi, qui marque le paysage et le centre urbain, que les morts vont redevenir des interlocuteurs privilégiés après le premier conflit mondial. Pourquoi vers la naissance d'une tradition ?
Et toute la question est de savoir, est-ce que cette relation aux morts qui nous est tant mise en avant aujourd'hui est une réelle tradition qui concerne toute la population napolitaine? Il est vrai que dans la première moitié du XXe siècle, les malheurs du temps et le divorce entre le sud et le nord de l'Italie, la perte du pouvoir économique de Naples, la Première Guerre mondiale, vont amener les Napolitains à se tourner en effet de nouveau vers les morts. Après la Première Guerre mondiale, dans un contexte de ruralité et de conservatisme qui va exalter les valeurs comme le nationalisme, le catholicisme et l'image de la femme gardienne du foyer, un certain nombre de pratiques et de religiosités nouvelles vont émerger dans certains de ces lieux saints où le culte des morts et des âmes du purgatoire ne constituait jusqu'alors, autrefois, qu'un pan minime des pratiques liturgiques, y compris dans des institutions comme Purgatorio ad Arco. Un de ces édifices de religieux de première importance dans dans l'émergence de cette tradition napolitaine est la basilique San Pietro ad Aram, certainement la plus ancienne basilique de Naples, qui est édifiée sur le lieu où, soi-disant, Saint Pierre aurait célébré sa première messe dans la péninsule et aurait baptisé les 2 premiers Napolitains convertis au christianisme, Saint Asprin et Sainte Candide. La basilique antique se trouve au niveau inférieur, comme c'est le cas donc avec 2 églises l'une sur l'autre, de l'actuelle église baroque, et on y célèbre toujours un culte. On montre encore l'escalier que vous pouvez voir là et la maison de Sainte Candide et son crâne dans la sacristie. Cette église va faire, dans les années 1930, l'objet de travaux de restauration car elle a été endommagée par de nombreux tremblements de terre qui ont secoué à ce moment-là Naples. Et notamment, on va s'intéresser à la conciliation de son sous-sol. C'est alors, et là vous avez des photos des journaux d'époque, c'est alors que lors de ces travaux, de nombreux ossements sont mis au jour. La basilique comprenait une nécropole depuis la plus haute antiquité, allant de l'époque antique, donc jusqu'au début du XIXe siècle. La population du quartier de Forcella et de Piazza Mercato, les 2 quartiers napolitains juste à côté, attribue immédiatement à ceux-ci le pouvoir des reliques, car il y a probablement d'un côté parmi eux les restes de nombreux saints, et dont ceux des 2 premiers saints patrons de Naples, et ceux-ci ont certainement contaminé les autres par leur présence divine, les rendant saints à leur tour. Commence alors une dévotion particulière, bien ciblée dans ces années 30, à ces restes anonymes que l'on qualifie d'anime pezzantelle, avec le soutien de l'archevêque de Naples pour lesquels on prie. C'est un peu un paradoxe de prier pour des saints pour les faire sortir du purgatoire quand ils ne sont pas censés y résider, mais nous ne sommes plus à un paradoxe près pour ces pratiques un petit peu particulières. Cette ferveur s'étend alors à plusieurs autres lieux saints dédiés au culte des âmes du purgatoire par contamination, dans lesquels demeurent encore présents de nombreux ossements qui pourraient être ceux des saints. Ceux-ci sont alors réouverts et réorganisés, comme San Nicola della Carità a Secondigliano et Santa Maria della Sanità, lieu des anciens catacombes antiques où l'on trouve de nombreux os. Dans la crypte de Santa Maria della Sanità, une messe pour les morts est instituée les lundis et vendredis, et la crypte est à nouveau mise en service quand elle avait cessé de fonctionner. C'est sans doute la proximité de ces 2 églises avec le système des cimetières des fontanelles que naît la pratique de l'adoption des crânes, comme en attestent les inscriptions sur des boîtes en bois ou en marbre, dont les plus anciennes datent de 1938. L'adoption des crânes est une forme particulière que va prendre le culte des âmes du purgatoire à Naples, qui n'a pas existé avant les années 30 et qui va aller croissante entre les années 30 et la fin des années 60. Cette pratique, si elle s'inscrit dans la proximité habituelle avec les restes des défunts qu'ont les Napolitains, est demeurée toutefois très limitée géographiquement et temporellement et ignorée de la grande majorité des Napolitains, contrairement à ce que l'on nous montre aujourd'hui. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle a fait réagir les religieux franciscains de San Pietro ad Aram, ceux qui avaient donc en charge les restes que vous voyez ici, qui a enfermé une partie des os dans des caissons de verre, que l'on peut encore voir aujourd'hui, et emmuré dans l'hypogée les autres. Le culte des défunts est maintenu, mais sous sa forme catholique traditionnelle, et toute dévotion particulière au reste est interdite. C'est dans le cimetière des Fontanelles et dans d'autres lieux laïques que ce culte particulier va donc se développer. Ces lieux dépendent de la municipalité, non pas de l'Église, ce qui explique pourquoi il a fallu attendre quelques années
avant qu'il soit interdit. Ces lieux présentent l'avantage, comme le citerne des Fontanelles, d'abriter déjà un culte des âmes du purgatoire. Rappelez-vous, il a été instauré en 1870 et les ossuaires n'ont pas été vidés, donc on a des eaux à disposition. Dans ces églises souterraines, le culte des défunts redevient vivace, plus qu'il était une vocation première, comme c'était déjà le cas à Purgatorio ad Arco, ou secondaire, comme dans la plus grande église de Naples, Sant'Agostino alla Zecca, qui est située non loin de San Pietro ad Aram. La proximité avec les restes des morts et les ossements refait alors surface, elle qui avait eu tant de mal à s'effacer après les directives de l'édit de Saint-Cloud et les épidémies du XIXe siècle. Et dans les hypogées souterraines où, le lundi et le vendredi, est célébrée la messe pour les défunts, les femmes se retrouvent et parlent avec eux. Qu'est-ce que l'adoption des crânes et comment est-ce qu'on adopte un crâne? Les crânes sont désignés à Naples du nom affectueux de Capuzelle, qui veut dire petite tête. Celui, ou surtout celle en général, qui suit une Capuzelle, dit qu'il reçoit en songe l'âme d'un défunt qui lui raconte alors son histoire et révèle quel est son crâne et où il se situe dans l'ossuaire, lui donne son nom. Ainsi, le dévot peut aisément l'individualiser et commencer à en prendre soin, car tout ce que l'on fait au crâne va à l'âme. L'adoption consiste en tout un ensemble de gestes matériels, mais aussi très symboliques, prières, dépôt de lumière. Le crâne est méticuleusement lavé avec de l'alcool et de la ouate et mis dans de la naphtaline afin de le rendre propre et blanc. Autrefois, le crâne pouvait être porté à la maison afin que l'on puisse mieux en prendre soin. Cela a été très vite interdit. Le nettoyage progressif des eaux correspond au temps nécessaire à la purification de l'âme. Ce remède pour les âmes du purgatoire s'appelle le refresco, le rafraîchissement. Cette générosité est toutefois soumise à condition, car on attend en échange grâce et faveur comme pour les saints. Quand la grâce arrive, le crâne devient une tête puissante qui sort de l'anonymat et est solennellement installée dans un petit temple de marbre et de verre, ou de bois et de verre, suivant les moyens de la famille, qu'on appelle la scarabatola. L'âme de la Capuzelle entre alors dans la famille, est adoptée et lui assure sa protection et intercède en sa faveur auprès des saints. À Purgatorio ad Arco ou alors à Sant'Agostino alla Zecca, je vous le montrerai tout à l'heure, les crânes sont placés dans des niches recouvertes de céramique de majolique. C'est ce que vous pouvez voir au centre. Alors là, ce ne sont pas des majoliques, ce sont des carreaux de cuisine. Dans l'image du centre, donc soit des majoliques, soit des carreaux de cuisine, toujours suivant les moyens de la famille, carreaux qui les installent ainsi dans un foyer fictif. Et à Sant'Agostino alla Zecca, elles reçoivent des petites ampoules et on leur installe l'électricité. Il existe un gotha des Capuzelles, dont une des plus célèbres est la fameuse Lucia, qui réside avec ses 2 pages à Purgatorio ad Arco dans l'église inférieure et que l'on vient voir fréquemment, toute parée qu'elle est de son voile de mariée. Il s'agirait d'une jeune fille qui, juste après ses noces, aurait eu le malheur de mourir de maladie. Et les jeunes filles lui rendent dorénavant honneur pour trouver un amoureux ou pour pouvoir avoir la chance de pouvoir avoir des enfants. Donc, elle est très liée aux jeunes filles. Mais il y en a d'autres, comme Caparrossa, qu'on appelle le facteur, qui apparaît dans les songes pour donner de bonnes nouvelles, et bien d'autres encore que les Napolitains, suivant le quartier, individualisent. Certaines Capuzelles sont très vindicatives, en revanche, et réclament du soin de l'ensemble de la population pour ne pas apporter le malheur, comme celle du capitano, le capitaine, qui aurait été négligé par un jeune camorriste en train de se marier, le capitaine serait apparu lors de ses noces et aurait tué le couple puisqu'il ne lui aurait pas rendu les honneurs. Donc, les Capuzelles ne sont pas forcément des crânes bienveillants. Les hypogées, jusque dans les années 60, se remplissent alors de scarabatola. Si vous regardez bien, celles-ci ont l'électricité. On est à Sant'Agostino della Zecca. À tel point que face à son aspect païen et à son succès, le culte est interdit par un décret de l'Église catholique en 1969 et la pratique de l'adoption des crânes disparaît, s'arrête immédiatement. Ce phénomène a donc été géographiquement limité et n'a concerné qu'une partie de la religiosité napolitaine. Il n'est d'ailleurs pas mentionné dans les œuvres des années 50, dont les auteurs sont extérieurs à Naples, comme le film Voyage en Italie de Rossellini ou de l'Etna au Vésuve de Roger Perfit.
C'est pourtant l'interprétation qui en a été faite et qui aujourd'hui tend à être véhiculée par la publicité. À la fin du XXe siècle, tout un courant intellectuel, effectivement, va étendre ce phénomène très limité géographiquement à l'ensemble de la religion napolitaine. Cette reconstruction s'inscrit dans le cadre de la naissance et de l'affirmation de la notion de folklore et de culture populaire vers la fin des années 70. Dans de nombreux écrits d'historiens, d'anthropologues et de sociologues, pas tous, loin s'en faut, napolitains, le culte envers les restes anonymes devient la manifestation de l'autonomie culturelle des classes inférieures. C'est alors que l'on exhume les légendes qui vont avec les âmes errantes et salvatrices, le capitaine ou Lucia. C'est dans ces années que l'on finit de vider alors les ossuaires urbains et que l'on porte les restes exhumés aux fontanelles avec interdiction formelle de prendre un crâne, comme par exemple les squelettes mis au jour lors des fouilles des catacombes de San Gennaro ou les transports de restes mis au jour dans les chapelles en réfection. Les pratiques funéraires montrent toutefois que la vision particulière des restes des défunts est encore très présente et n'est pas sans rappeler les anciennes terre sante. La pratique de la tumulation, qui est encore pratiquée aujourd'hui, mais qui demeure quand même le mode de sépulture le plus onéreux, rappelle la pratique de la terra santa. Elle consiste à enterrer d'abord le corps à part, le temps que se fasse la minéralisation des os, et le corps coule. Au bout de 5 ans, 2 ans dans les années 70, on exhume les restes, on nettoie le squelette et on le place dans une niche de marbre sur les parois. L'aspect du squelette est important. Plus les os sont blancs, plus l'âme a quitté le corps et montre ainsi sa sainteté et sa bonne nature et surtout va nous laisser tranquilles. Le métier de laveur de squelette intrigue un journaliste du Monde qui en fait un article en 1979 et glose sur les réactions des Napolitains lorsque l'on déterre leurs chers disparus. La construction de cette identité folklorique est stoppée net par le tremblement de terre de 1980 qui entraîne la fermeture de nombreuses églises et de leurs hypogées, car elles sont fragilisées et les fonds pour les consolider et les restaurer tarderont à venir, interdisant de fait toute continuité dans une éventuelle renaissance du culte. Certaines, toutefois, ne cessent d'avoir des bougies et des fleurs depuis les fenêtres de la rue qui donnent sur l'église inférieure, montrant ainsi la vivacité de la dévotion aux âmes du purgatoire. C'est encore le cas aujourd'hui pour Sant'Agostino alla Zecca, qui demeure toujours fermé. Ce n'est qu'avec la volonté affirmée de redorer l'image de Naples et les nombreux travaux d'aménagement de la ville à partir des années 2000 que l'on va se repencher sur ces lieux et réfléchir sur leur potentiel historique. Qui vit donc avec les morts à Naples aujourd'hui? Est-ce les Napolitains? Au-delà de la réhabilitation des monuments patrimoniaux que sont les églises, cette longue histoire de la proximité avec les morts a toujours été visible dans le centre historique de Naples et la relation directe aux défunts continue d'être importante. Ce rapport aux défunts est manifesté par les affiches qui sont collées sur les murs du quartier pour annoncer la mort d'un défunt, la mort d'un proche, la tenue d'une messe de suffrage commémorative. De même, sous les multiples statues de la Madone et dans les nombreuses petites niches, on voit se poser les photos des chers défunts, que ce soit dans la rue ou à l'intérieur des immeubles. Les cimetières napolitains ont toujours aujourd'hui encore un caractère extrêmement vivant, notamment à la Toussaint. La présence des gestes donnés aux capuzzelles sont les mêmes que ceux dévolus aux morts, dont les chapelles dans le grand cimetière neuf sont autant de mini-maisons dans lesquelles tout est installé pour passer du temps avec les chers disparus. Chaises, balais, seaux, abonnement au service des lumières, les photos des défunts que l'on embrasse, et pour le scudetto, bien sûr, on y a porté des écharpes du Napoli. Les morts anciens ne sont pas oubliés. Il est coutumier de laisser des fleurs ou des bougies sur des tombes qui semblent abandonnées depuis longtemps. Il n'étonne personne que l'on trouve encore certaines tombes miraculeuses, honorées par des dévots particuliers qui, en dehors des grands centres religieux et touristiques, sont l'objet d'un culte intimiste, comme c'est par exemple le cas sur cette tombe assez étonnante d'un cimetière de Miano, donc qui est hors du centre des sentiers battus, non loin des 2 centres importants du culte des crânes, qui étaient San Damien et Cosma Secondigliano et des Fontanelles. Le nouvel hypogée communal du cimetière de Poggioreale, construit en 1982, apparaît même comme une sorte de terra santa des temps modernes, avec ses espaces d'attente de dégradation des corps au centre et ses étages emplis de loculi qui accueillent les os des défunts. Même s'ils sont en grande partie délocalisés, les morts n'ont toutefois pas déserté leur ancien lieu de culte et ces derniers reçoivent aujourd'hui un traitement particulier du fait de la modernité. L'un des premiers à rouvrir, en 1992, après le tremblement de terre, est l'hypogée de Purgatorio d'Arco, qui, jusqu'à avant le Covid-19, recevait encore un prêtre pour la messe des défunts, à laquelle n'assistaient plus que 4 dévotes qui continuaient ce culte d'avant 80.
Dès l'ouverture, le culte de Lucia et des deux pages a immédiatement repris et est encore très visité aujourd'hui. Preuve en est, la dernière fois que je m'y suis rendue, il y a de cela à peine 6 mois, j'ai croisé un papa qui emmenait sa petite fille en me disant « Elle doit avoir Lucia, c'est normal. Hein. » Comme l'accès à l'hypogée est payant, la congrégation a instauré un registre des dévots sur lequel ils s'inscrivent pour avoir l'accès gratuit à l'hypogée, de registre qui ne cesse de grandir. Les photos des morts qui avaient disparu, c'était le cas lors de ma première visite en 2005, sont réapparues, sont de nouveau présentes et témoignent de la visite de la dévotion particulière à un des visiteurs. Elles s'accompagnent d'exvotants en lien avec le pouvoir des âmes qui y résident, des hommes élégants en métal repoussé pour demander un mari, des bébés pour demander la joie d'un enfant, une pièce pour l'argent, mais ce toujours très discrètement, puisqu'elles sont placées sur des petites étagères escamotables le long de l'église inférieure et n'encombrent plus l'espace du culte. Avec la publicité faite autour du lieu et de son aire muséale, la potentialité des lieux de la mort est alors apparue. C'est alors qu'est apparu, justement, qu'est devenu l'hypertourisme. Sur l'ouverture de Purgatorio ad Arco et sous l'égide de la confrérie originale qui l'a fondée et était encore une église ouverte au culte en 2019, c'est surtout cela a été dans la continuité donc, du culte que je viens de vous présenter. C'est surtout autour d'institutions laïques de prendre en main ces anciens lieux patrimoniaux et notamment des associations étudiantes qui ont à cœur de redorer l'image de leur quartier. Face à l'engouement pour la curiosité napolitaine du culte des morts, certains ont axé uniquement leur publicité dessus. Tout d'abord, le fameux cimetière des Fontanelles a rouvert en 2010, très vite réinvesti par la population mais également par les touristes. On raconte les légendes qui y courent. De nouveaux objets sont venus accompagner les restes et un certain nombre de manifestations s'y sont déroulées de plus ou moins bon goût. Je l'ai visité en 2018, encombré dans un brouhaha quelque peu dérangeant face à la présence de tous ces défunts. Il a fermé depuis, nous y reviendrons. Ensuite, vont réouvrir plusieurs hypogées des Terresante, rendues accessibles par une réfection du bâti, dans le centre de Naples, comme celle de Santa Luciella, par des associations étudiantes. Dans un premier temps, le mystère de la vie et de la mort a été transformé en spectacle et en parodie de culte populaire, où on vous y invitait à laisser votre vœu au fameux crâne aux oreilles, que vous voyez ici, appelé crâne aux oreilles, parce qu'il lui restait de chaque côté de la tête des cartilages qui donnaient l'impression qu'il avait des oreilles, sur un petit papier. Donc vous invitez à laisser votre vœu sur un petit papier déposé dans un saladier. Lorsque j'ai demandé ce que devenaient ces papiers, on m'a répondu qu'ils étaient brûlés à Sainte-Lucie. Je pensais qu'ils étaient destinés au crâne. La plupart de ces réhabilitations s'inscrivent dans le cadre d'une reprise en main des anciens quartiers des morts, par des gens qui veulent en changer un peu le quartier Underlop qu'ils avaient, puisqu'ils étaient réputés pour être le siège de la mafia. Après les quartiers espagnols, c'est au tour du quartier de la Sanita de devenir un miroir d'une culture populaire quelque peu vitrifiée. On y cultive ces traditions et images véhiculées dans la culture des médias, comme l'image fugace du héros du film Nostalgia, qui va prendre un crâne pour l'adopter 20 ans après son retour d'exil d'Égypte, ou encore des chefs du clan mafieux de la série Gomorra, qui jurent leur alliance dans l'hypogée de Purgatorio ad Arco. Et la mort étant à la mode, on va jusqu'à en 2015 en faire le sujet d'une série de télé-réalités dans Morti e Stramorti, où l'on suit une famille de croque-morts napolitains, où se mêlent quotidien de l'officine, mémoire et attention aux morts, et recettes de cuisine et matchs de foot au San Paolo, devenu depuis Stade Maradona. Depuis quelques années, les premières voix contre cette utilisation des morts se sont élevées, notamment face au non-respect des touristes, au même moment qu'a eu lieu un nouveau questionnement sur l'exposition des moulages des morts de Pompéi. L'invasion touristique a eu pour conséquence positive la mise en place d'une réflexion sur la sauvegarde de ces lieux, qui sont pour la plupart en grand péril, et l'élaboration d'un regard nouveau des Napolitains sur ce patrimoine jusque-là ignoré des tours opérateurs. C'est dans ce cadre que la municipalité a entamé les travaux pour restaurer le carré des hommes illustres au grand cimetière de Poggioreale et s'est opposée à la construction d'un parking qui aurait remplacé le cimetière romantique des Colerici, le Père-Lachaise napolitain, mais qui demeure toujours toutefois fermé au public. Le cimetière des Fontanelles n'a quant à lui toujours pas rouvert depuis le Covid-19, préservant ainsi l'intimité des morts en attendant de repenser sa nouvelle fréquentation. C'est dans cette atmosphère qu'a été inaugurée la manifestation Uanema que j'ai évoquée en introduction, où les lieux emblématiques de la culture populaire se mêlent à d'autres complètement étrangers, comme les catacombes de San Gennaro ou l'hypogée des Cristallini, de sites souterrains antiques. Contre toute attente,
La fréquentation touristique de ces lieux a eu pour conséquence un renouvellement du culte des anime pezzentali. D'autres lieux se sont ajoutés aux anciens, et sous d'autres modalités, l'affection pour les anime pezzentali est de nouveau vive. À la suite de la conversion en musée de Purgatorio ad Arco et d'une exposition sur les représentations d'objets votifs du XIXe siècle et du début du XXe siècle, les figurines des âmes du purgatoire ont rejoint dans les boutiques les santons des crèches et Pulcinella, ainsi que les édicules et niches urbaines. Les terre sante sous les églises sont petit à petit ouvertes à la visite, quand seules celles des Bianchi n'étaient visibles que sur rendez-vous il y a 30 ans. Les confréries y ont vu leur intérêt. Une manne financière, une manière de se faire connaître, comme la confrérie des Pellegrini, dont vous voyez ici la Terra Santa, qui est désormais ouverte à la visite. Les corps momifiés des frères présents dans les niches au mur sont toutefois cachés à la vue du touriste. Depuis 5 ans, une nouvelle ouvre chaque année et se met en scène. Les premières formes de visite aux morts évoquées au début de cette conférence ressurgissent avec leur dépôt de lumière. Dans les anciens ossuaires apparaît également une nouvelle religiosité et une nouvelle ferveur qui prend des formes parfois incongrues, mais qui sont la manifestation de gestes pieux qui restent encore à circonscrire. Les âmes des défunts sont rejoints par les nouveaux saints salvateurs, comme Padre Pio, dont l'effigie accompagne désormais les crânes célèbres et les défunts. Des objets incongrus, comme des tickets de bus ou d'entrée de musée, sont apparus en un certain temps devant Lucia, ont été nettoyés par les instances du musée, puis ont été remplacés par des billets de loterie, eux aussi évacués, puis par des petits mots. On a cessé de balayer tout ça. Il n'est pas étonnant de trouver des jouets au pied du crâne aux oreilles. Les enfants sont plus écoutés, paraît-il, et on y trouve aussi des ex-voto en métal tout neuf. Les études sociologiques et anthropologiques débutent à peine sur ces nouveaux dévots, dont l'action est sincère, qu'elle soit attachée à la religion catholique ou qu'elle lui soit étrangère. Aujourd'hui, la probable réouverture de l'hypogée de Sant'Antonio alla Zecca après restauration pose la question du maintien ou non des Scarabatolla. En conclusion, les liens et les pratiques particulières qui ont fleuri sous terre à partir du XVIIe siècle ont ancré les habitants de Naples dans une proximité avec le corps des défunts qui ne les quitterait désormais plus. L'éloignement des sépultures, la fermeture des hypogées et l'interdiction d'inhumer de nouveaux défunts n'y ont rien fait. Dès que l'occasion s'est présentée, les Napolitains ont rappelé les morts à eux. L'Église a tenté de soustraire les eaux à un culte qui s'éloignait de son dogme en fermant les cryptes, celui-ci est passé par les fenêtres. Il faudrait le grand tremblement de terre de 1980 pour les rapports aux défunts, entre la modernité comme la peste de 1656 avait initié la réflexion sur les terre sante. Les morts n'ont plus que les vivants pour seule ressource, disait Paul Valéry, mais à Naples, les vivants ont désormais les morts comme bonne ressource. Naples a bien compris que la mort et les morts est dans l'air du temps, et joue de l'image qui lui est acquise depuis les voyageurs du Grand Tour qui voyaient en elle, grandissant sous l'ombre du Vésuve, avec les souvenirs des catastrophes passées, la capitale où les morts menaient la danse. Je vous remercie de votre attention.